Merci André. En introduction, je rejoins tout à fait le propos qu'a tenu hier Alfredo González Ruibal sur le fait que l'éthique, c'est pas un terme métaphysique venu du ciel, mais c'est essentiellement politique. Et si on reprend là les cinq principaux thèmes de notre colloque, on voit aussi bien que tout ce qui relève du juridique qui a été décrit au départ relève au fond de décisions politiques. Cette question des restes humains tout autant est un problème à la fois social, voire idéologique et politique, que la question des pillage, c'est effectivement la question de la législation et que les moyens que l'État va se donner pour lutter contre les pillages et contre le détectorisme illégal, hein, dont l'État s'est longtemps désintéressé, que la concurrence commerciale qu'on a vue ce matin, introduite en 2003, a été une décision politique dans l'espoir idéologique de faire baisser théoriquement le coût des fouilles archéologiques, ce qui a été en partie le cas, effectivement, avec ce qui s'en est ensuivi. Et donc là, on aborde comme dernier thème, ce thème éminemment politique des usages du passé et des usages de la mémoire. Donc les organisatrices m'ont proposé de parler des Gaulois, donc je ne sais pas si je dois les remercier, puisqu'on les remercie en général à chaque fois au début, mais en tout cas elles m'ont proposé de parler des Gaulois, de l'usage politique des Gaulois, et je vais présenter cinq formes de Gaulois. Donc respectivement les Gaulois invisibles, les Gaulois imaginaires, les Gaulois marchands, ça sera rapide, et beaucoup plus effectivement les Gaulois politiques, et je rappellerai juste pour mémoire les Gaulois archéologiques. Les Gaulois invisibles, c'est donc ceux que vous ne voyez pas au musée du Louvre. Dans toute capitale qui se respecte, il y a un grand musée national partout dans le monde qui exalte, puisque c'est une des fonctions de l'archéologie, qui exalte le glorieux passé de la nation et donc qui expose les vestiges archéologiques des origines, voire à nos jours. Donc dans le musée du Louvre, comme vous l'avez remarqué, point du tout de Gaulois, mais uniquement des ancêtres grecs, romains ou orientaux. Il y a effectivement un musée d'archéologie nationale fondé par Napoléon III il y a 150 ans, mais qui est situé très loin jusqu'à présent. Le voilà. Et aucun des grands travaux présidentiels, qui est une institution incontournable de la Ve République, ne s'est proposé d'aménager, déménager, enrichir, etc. ce musée, dont la Cour des comptes récemment, dans un rapport, s'est inquiétée justement à la fois du manque du budget et aussi du faible nombre de visiteurs, vu son état excentré. C'est pour ça qu'il y a eu un débat auquel j'ai modestement participé pour savoir s'il fallait ou non le déménager et le mettre au cœur de l'île de la Cité, qui est justement où les tribunaux policiers, voire personnels soignants, sont en train de déménager ou envisagent de déménager. Mais normalement, ça ne devrait pas se faire si ma théorie des Gaulois invisibles, et cette théorie n'est pas de moi, si elle est effectivement exacte. Donc voilà pour les Gaulois invisibles. Maintenant, les Gaulois imaginaires, effectivement, il faut se rappeler que pendant longtemps, nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Pour l'aristocratie française, les vrais ancêtres, c'était les Germains. Et l'abbé Sieyès, dans son célèbre discours « Qu'est-ce que le tiers-État ?» disait, puisqu'ils prétendent venir des forêts de Germanie, il n'y a qu'à les y renvoyer. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait jusqu'en 1815, mais après, ils sont revenus. Et donc, on brodait toutes sortes de choses, comme la Franciade, où c'était Francus qui descendait d'Énée après la guerre de Troie, bien que ce soit déjà un vaincu, effectivement, c'était d'une défaite que ça se
que ça se manifestait. Pourquoi est-ce qu'ils étaient invisibles? Parce que effectivement, on n'a que la version des vainqueurs qui décrivent des gens assez peu recommandables, qui mangeaient salement, qui buvaient trop, et donc qui de toute façon ont été vaincus. Donc c'est difficile à vivre. Beaucoup de pays commencent leur histoire nationale sur une victoire. Néanmoins, avec le romantisme, commençant en partie sur des faux littéraires, comme les poèmes d'Ossian dans les îles britanniques, il va y avoir tout ce courant qui s'appelle la celtomanie au début du XIXe siècle et qui va être un des moteurs pour le développement des études gauloises et celtiques, mais sur une vision effectivement complète imaginaire et romancé, et ceci va durer jusqu'à nos jours avec la musique dite celtique, ce qui ne retire rien à ses qualités, c'est plutôt la réalité historique de la dite musique qu'on peut s'interroger en tant qu'historien, mais pas sur sa qualité musicale, et toutes sortes d'auteurs dont l'un des plus connus est Jean Marcal, donc Carnat qui est l'énigme de l'Atlantide, et toute une littérature sur les Celtes et les mystères celtiques, et qui a beaucoup de succès toujours actuellement. Si on quand on vend de l'archéologie, si j'ose dire, si on rajoute celte ou celtique, ça attend depuis quelque temps à remplacer l'Égypte. L'Égypte, jadis, multipliait par 3 les ventes d'un magazine. Maintenant, c'est plutôt les Celtes. Et avec toute une réappropriation qui date du 19e siècle, où dans la malheureuse forêt de Pimpon, dans le Morbihan, enfin, confins de l'île-et-Vilaine, la forêt a été rebaptisée Brocéliande, et un certain nombre de monuments mégalithiques, dont celui-là est devenu le tombeau de Merlin. C'était simplement un reste de dolmen complètement en ruine, et on vient y déposer pieusement des petits messages pour que ce soit exaucé, comme on fait dans les temples japonais par exemple, ou dans l'église vouée à la Sainte Vierge à Paris, rue du Bac. Et il y a toujours des cérémonies druidiques, des gens qui se revendiquent des druides, mais tout ça est réinventé au XIXe siècle, mais plus ou moins vivant, suivant les régions. Et là, je ne veux pas spoiler la communication de mon successeur, Christian Petit, qui reviendra sur toutes les élucubrations autour de Alésia. Les troisièmes Gaulois, c'est donc les Gaulois marchands. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est simplement le fait que par rapport à l'identité, ce terme de Gaulois, et certains d'entre vous ont peut-être fumé pour leur malheur des Gauloises, mais c'est quelque chose qui effectivement a existé et continue à exister sans qu'il y ait tellement plus à en dire, de même que la principale marque de voiture roumaine, c'est la marque Dacia à cause des DAS, etc. Voilà, donc j'en viens au quatrième point et principal, qui sont effectivement les Gaulois politiques, qui sont nos ancêtres. Et leur problème, comme j'ai dit, c'est que ces Gaulois sont connus comme des barbares, hein, des ivrognes et des vaincus. Et ce qui complique en plus l'histoire nationale, c'est qu'ils sont vaincus par les Romains, mais que les Romains, à leur tour, vont être vaincus par les Francs de Clovis, et que les Francs vont, eux, être vaincus culturellement, puisque je suis en train de parler français, mais comme vous le savez, c'est du latin un peu dégénéré au fil des siècles, et que donc même les Francs vont disparaître. Donc vous commencez une histoire nationale sur 3 défaites, c'est un peu compliqué. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler cette citation de notre précédent président, et peut-être futur, sait-on jamais, de la République. Ça avait beaucoup
beaucoup fait de buzz à l'époque, mais il était en campagne électorale à l'intérieur de son parti, et j'avais même été interrogé sur TF1 à propos de cette citation qu'il avait essayé de corriger à cette époque, en disant qu'après tout, le roman national, comme son nom l'indique, est pas forcément vrai, si tant est qu'il y a une vérité du point de vue historique, mais que néanmoins on en aurait besoin. Vaste question que j'aborderai très rapidement à la fin. Et un autre futur président de la République, ex-futur président de la République, avait, si vous vous souvenez, en 2017, s'était réclamé aussi, puisqu'il faisait un discours à Clermont-Ferrand, de la victoire de Gergovie, mais bon, c'était pas forcément une très bonne idée de se réclamer d'un futur vaincu. Donc, il serait ce qui s'est passé après, comme vous le savez, à Alésia. Comme vous le savez aussi, cette scène n'a jamais eu lieu. C'est une réinterprétation par Plutarque de 4 mots latins de César, qu'avait très bien illustré Christian Goudinot, et j'en profite pour lui rendre hommage, puisqu'il est décédé il y a très peu de temps, et qu'il avait justement singulièrement éclairé cette question. Donc le texte, si on lit sérieusement, dit simplement que, conformément aux ordres de César, les assiégés vaincus jettent leurs armes, arma iacuntur, et que le chef est livré Vercingétorix deditur. Donc il n'y a pas eu c'est pas les armes de Vercingétorix qui sont jetées, ça servirait pas à grand chose. C'est tous les armes des assiégés qui sont jetées du haut des remparts. Alors, c'est effectivement à partir de ce moment-là que les Gaulois vont devenir nos ancêtres. Jusque-là, ils n'y étaient pas. C'est Napoléon III est en train d'écrire un livre sur Jules César auquel il s'identifie, et méticuleux, il fait fouiller par un détachement militaire à Alésia, qui toujours été connu comme Alésia, ça s'appelle toujours Alice Sainte-Reine, et on a une inscription, il est écrit Alésia, et il retrouve, enfin, le colonel, ou je ne sais plus s'il était colonel ou capitaine commandant, enfin bon, un gradé de son armée, Stoffel, fait des tranchées et retrouve à peu près l'ensemble du dispositif de siège, et on fait construire une statue de 7 mètres de haut sur son piédestal par Millet, qui fâcheusement donne les traits de Napoléon III, et c'est un peu comme le cas de François Fillon tout à l'heure, ça lui porte malheur. Ce monument se situait également par rapport à ce que faisaient les Allemands entre-temps, mais les Allemands, eux, ils commençaient un peu facilement leur histoire nationale sur une victoire, la victoire du Germain Arminius, dit Hermann, dans la forêt de Teutobourg, contre les 2 légions d'Auguste en 9 de notre ère, menées par un certain Varus. Et récemment, on a retrouvé, on supposait que c'était dans cette forêt de Detmold, et vous avez cet énorme monument à la gloire de Arminius qui domine la forêt à 50 mètres de haut, et il y a un bas-relief qui est scellé dans le socle, qui représente Guillaume Ier, l'empereur, et qui est réalisé avec le bronze fondu des canons français pris à la bataille de Sedan en 1870, défaite qui va permettre justement l'unité allemande signée au château de Versailles. Mais plus récemment, ces dernières années, on a retrouvé à Kalkriese, un peu plus au nord, le vrai lieu de la bataille. Il y a un musée, vous voyez en bas à droite la chancelière Angela Merkel qui inaugure ce musée, et qui prononce un discours qu'on peut consulter, mais qui est un discours sur la paix. C'est pas du tout un discours nationaliste. Donc Sedan, effectivement, est nouvelle défaite après Alésia,
sans compter toutes les autres avant, puisque les armées françaises, après Valmy, où c'était une armée citoyenne, ont en gros perdu toutes les guerres jusqu'à aujourd'hui, sauf avoir été aidées par des alliés extérieurs. Donc reddition, vous voyez Napoléon III qui vient apporter son épée à Guillaume Ier et à Bismarck, et qui sera retenu quelques temps en Allemagne, mais ensuite qui ira mourir peu de temps après, 3-4 ans après, en Angleterre. Et donc, c'est cette tradition, cette défaite qui permet la naissance de la Troisième République. Dans la Troisième République naît d'une défaite, une de plus. Et c'est à partir de ce moment-là que les Gaulois deviennent complètement nos ancêtres, parce que c'est l'école, bientôt l'école gratuite et laïque et obligatoire, où on va former des petits Français à l'aide de manuels. Donc voilà le Lavis, dont certains idéologues déclinistes actuellement regrettent qu'on en parle si peu. Mais vous voyez quelle a été l'idéologie du Lavis, où c'est encore plus explicite un autre manuel, celui de Hervé et Clémendeau, qui explique qu'effectivement, certes, on a été battus, mais c'était pour notre bien, et que de même que nous civilisons les Africains, eh bien, nous avons été civilisés pour notre bien par les Romains. Et effectivement, ce discours est adossé à la politique coloniale de la France. Vous voyez en rouge tout ce qu'était notre vaste empire et que nous avons malheureusement perdu. Et la gloire donc de la colonisation française qui apportait, contrairement aux autres nations occidentales, qui apportait le bien. Et puis, une nouvelle défaite, ça en fait quand même beaucoup, 1940, où, donc, comme vous le voyez, est signé en haut à gauche, dans le même wagon de rotonde où avait été signé le traité de Versailles, où est signée la capitulation du 17 juin 1940. Et donc, Vichy va se réapproprier ce mythe, puisque justement, les Gaulois ont été vaincus parce qu'ils étaient divisés. En fait, ils n'étaient pas divisés, il y avait simplement une soixantaine d'États en lutte les uns contre les autres, notamment pour se prendre des prisonniers et les échanger comme esclaves contre le bon vin romain. Donc, c'était un contresens complet, mais en même temps, cette idée que les Gaulois vaincus bénéficient d'un ordre nouveau grâce à une collaboration efficace. Et on voit le maréchal Pétain passer en revue la Légion des volontaires français contre le bolchevisme au pied d'un gros monument qui existe toujours à Gergovie, dans lequel sont déposés des petits sacs de terre de tout l'Empire français et aussi de la France, notamment de la grotte préhistorique du Tuc d'Audoubert, où c'est apporté par le comte Bégoin, éminent préhistorien de l'époque. Et donc les Gaulois vont être extrêmement présents, là comme ici, par rapport au chantier de jeunesse pétiniste. Et finalement, on en arrive en 2012 où enfin on inaugure un musée digne de ce nom à Alésia, construit par l'architecte Tchoumi, qui construit en même temps celui du Parthénon. Donc c'est pas un acte indifférent, et où le Premier ministre de l'époque, 22 mars 2012, prononce un discours qui est également consultable, où il parle d'une défaite fondatrice, c'est-à-dire qu'il reprend cette idée du roman national et que j'opposais aux Allemands, qui commencent là sur une série de bas-reliefs dans l'île des musées, qui commence par cette victoire de Varus. Ça commence là, donc qui se retrouve dans les timbres-poste que vous avez dans le musée historique allemand à Berlin, dont nous n'avons pas l'équivalent. On n'a pas de musée d'histoire de France, et assez objectif, puisque
puisqu'il dit, certes, il y avait des Germains, mais tout le sud de l'Allemagne, c'était des Celtes, où on évoque le passé juif, la guerre de 14, les camps de concentration, la RDA, l'inévitable morceau du mur. Et, comme je disais tout à l'heure, dans toutes les capitales, vous avez un musée national avec des objets sortis de l'actuel sol national. Israël, le Canada, et y compris en province, il y a un très bon musée d'Aquitaine à Bordeaux qui retrace toute l'histoire de l'Aquitaine du Paléolithique jusqu'à nos jours, en ne zappant pas toute la question de la traite négrière que vous voyez ici, par exemple. Alors, ce qui reste des Gaulois aussi, donc il y a une filiation directe de Vichy et des mouvements d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Vous l'avez toujours si vous avez le courage d'aller sur les sites internet d'extrême droite, et il y en a beaucoup. On considère ce qu'on appelle la flashosphère, c'est 30% à peu près de l'activité des sites internet en France. Donc là, par exemple, Terre et Peuple, qui reprend l'expression allemande nazie de Blut und Boden, où vous voyez que les Gaulois sont sans arrêt appelés à la rescousse. Et quand vous regardez cette littérature, le terme gaulois est employé systématiquement à la place du terme de français, pour pas mélanger, pour distinguer les vrais et les faux. Avec quelquefois des problèmes, je ne sais pas si on le voyait là, mais... non, ils sont où on rappelle qu'il n'y a pas que les Gaulois, il y a aussi les Francs, enfin qu'on a une double origine, ce qui complique les choses. Et donc voilà quelques exemples qu'on ne peut pas négliger, considérer comme anecdotiques, quand on sait que la candidate d'extrême droite au deuxième tour des présidentielles a recueilli presque un tiers des suffrages. Et j'évoquerai pour finir l'excellente ville de Béziers, Béziers en occitan, avec son maire, jadis fondateur ou président de Reporters sans frontières. Donc désormais la police municipale a un nouvel ami, c'est celui qui est distingué. Les migrants arrivent. Et face aux migrants, donc, les Gaulois débarquent à Béziers, nos ancêtres au musée, la Gaule contre-attaque, donc elle contre-attaque contre quoi c'est assez clair vu les images précédentes. Le plus désolant est que, en fait, c'était pas ce que ça recouvre, ça annonce une exposition tout à fait basique, puisque c'était et qu'il était effectivement, quand on la visitait, qui était l'exposition qui avait été organisée à la Cité des Sciences, en collaboration entre la Cité des Sciences et l'INRAP, avec le soutien du ministère de la Culture, en 2011-2012, une exposition renversante. Donc c'était un bout de cette exposition, donc tout à fait informative et qui n'avait rien à voir avec ce qu'on essayait de leur faire dire. Donc il y a bien un débat actuellement sur qu'est-ce que le roman national, avec le célèbre livre de Boucheron qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, auquel j'ai modestement participé. Et puis, en face, censé être le héros AUT du vrai roman national, comme c'est écrit, Jean-Christian Petit-Fils, qui est un banquier en retraite, mais qui a écrit plusieurs best-sellers sur la biographie de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, peut-être Louis XVI, après il y en a moins, de Louis. Et donc il est présenté par Le Figaro Histoire, Valeurs Actuelles, comme le vrai. Donc on ne va pas s'y attarder, d'autant plus que je vais éclater mon temps, mais voyez le début sur toujours le même discours que vous entendez de la part de Zemmour, Finkielkraut et autres déclinistes sur le fait qu'on aurait honte de l'histoire de France, etc. Des choses qui en plus sont complètement en décalage par rapport
rapport à la réalité des programmes scolaires, il suffit de les voir. La seule chose, c'est qu'il ne commence pas avec les Gaulois, et quand il commence seulement au Moyen-Âge, à Clovis, et effectivement, quand il y a eu un débat sur une maison de l'histoire de France, voulu par Nicolas Sarkozy, le premier rapport dessus par le conservateur Hervé Lemoine disait il y a plusieurs... où commence la France, vaste question. Il disait il y a une tradition républicaine de gauche, c'est Vercingétorix, tradition catholique de droite, c'est Clovis, et donc moi, dit-il, je vais commencer à Verdun, donc le partage de l'Empire de Charlemagne, le traité de Verdun, et donc je dirais que la France va de Verdun à Verdun. Je termine, là j'ai pas besoin de vous le lire, c'est juste pour vous rappeler que néanmoins les archéologues fouillent, et notamment en particulier avec le boom de l'archéologie préventive. Donc il y a eu cette exposition 2011-2012 dont un bout était présenté à Béziers. Vous avez toutes sortes de musées très bien faits sur les Gaulois, donc nos connaissances ont explosé, nous montrent effectivement une société gauloise qui n'était pas celle de Barbare Aviné, mais qui avec des villes, des États, une économie monétaire, une technologie, un commerce développé, ce qui a permis effectivement une fusion entre les deux. Donc ça sera ma conclusion. Effectivement, il faut avoir envie de vivre ensemble. Ernest Renan disait la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Donc il faut effectivement avoir envie de vivre ensemble. Personne n'est obligé, mais nous, en tant qu'historiens et archéologues, il vaut mieux pas qu'on participe de l'invention du dit roman national, et notre rôle, effectivement, est de donner les moyens de comprendre. Je vous remercie.